Alors, pour terminer cette semaine en beauté, je vous présente Paul John, qui est professeur à l'UQTR, ici, au département des langues modernes depuis 2014. Une jeune recrue, n'est-ce pas? Qui a fait son doctorat, qui a terminé son doctorat à l'UQAM en 2014, auparavant qui avait étudié à Concordia et à l'Université de Montréal. Non, c'est pas vrai. L'Université de Montréal étant la seule université montréalaise où il n'a pas étudié. Donc, à McGill plutôt. Il avait passé par McGill, Concordia et l'UQAM. Et deux choses intéressantes dans son parcours personnel, professionnel, il a été responsable de francisation dans les COFI, donc les centres de francisation pour les nouveaux arrivants ici au Québec. Il a aussi été coach pour les comédiens, pour les aider à prononcer comme il faut et rendre de façon véridique des personnages sur scène. Donc, c'est pas banal. En tout cas, moi, j'ai jamais fait ça. Je sais pas pour vous. Ça fait partie du parcours de Paul. Alors, ce soir, il va nous parler de bilinguisme à l'âge adulte, n'est-ce pas? Alors, bienvenue à Paul et merci d'être là. Merci beaucoup Isabelle, merci pour la belle introduction. Merci à vous tous d'être venus ce soir. Alors oui, c'est ça, je vais vous parler de bilinguisme, acquisition d'une langue seconde après l'enfance. Et lorsqu'on parle de bilinguisme, on peut l'aborder de deux points de vue. Soit on peut l'aborder du point de vue social. Dans ce cas-là, ce qui nous intéresse, c'est surtout la relation entre les groupes linguistiques au sein d'une même société. Les droits linguistiques, les lois, les politiques. Donc, on peut penser par exemple à la relation entre francophones et anglophones au Canada, au Québec. Il y a toutes sortes d'autres pays où il y a des sociétés bilingues, en Belgique, en Suisse, en Chine, en Inde, un petit peu partout. Et c'est un sujet fascinant, le bilinguisme social, mais ce n'est pas le point de vue qu'on va adopter ce soir. Nous, on va considérer le bilinguisme du point de vue individuel. Dans ce cas-là, on parle de deux langues qui sont installées dans la tête d'un individu. Et ces deux langues-là peuvent être présentes, peuvent être acquises alors de façon plus ou moins simultanée, donc à partir de la naissance essentiellement. Et dans ce cas-là, on va dire que les deux langues dans la tête de la personne ont tous les deux le statut de langue maternelle. Il peut s'agir de deux langues locales. Donc, par exemple, dans une société où on parle deux langues, l'enfant peut apprendre les deux langues dès la naissance. Parfois, c'est quelque chose qui arrive, par exemple, quand il y a un parent qui parle une des langues, l'autre parent qui parle l'autre langue. L'autre possibilité, c'est qu'il y a une langue locale que l'enfant va apprendre, surtout à l'extérieur de la maison. Et à l'intérieur de la maison, par contre, on va parler ce qu'on appelle une langue d'héritage. C'est une langue d'immigrants, par exemple. Donc, on peut apprendre ces deux langues de façon simultanée, comme étant deux langues maternelles, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt quand on apprend deux langues l'une après l'autre, donc de façon séquentielle. Et dans ce cas-là, il y a deux possibilités. On peut apprendre après la langue maternelle, on peut apprendre la langue seconde pendant l'enfance, ou on peut l'apprendre plus tard, après l'enfance. Et il y a une observation que je voudrais faire dans le cas d'apprendre une langue après l'enfance. Dans ce cas-là, l'acquisition d'une langue seconde après l'enfance est généralement moins bien réussie, mais très variable. Il y a beaucoup de variations dans la réussite de la deuxième langue. Et la question qu'on se pose, la question générale à laquelle on va penser ce soir, c'est pourquoi y a-t-il cet effet d'âge? Pourquoi l'acquisition d'une langue seconde devient-elle plus difficile avec l'âge? Et pour les besoins de mes diapos, il faut tenir ça en tête, le fait que L1, ça veut dire langue maternelle, et L2, ça veut dire langue seconde. Cet effet d'âge, ça dépend du contexte d'acquisition. Donc, il y a deux possibilités de contexte d'acquisition d'une langue seconde. Ça peut être une langue étrangère. Donc, par exemple, si on apprend l'espagnol ici à Trois-Rivières, ça va être une langue étrangère. On n'a pas vraiment de contact avec des locuteurs natifs d'espagnol à Trois-Rivières. Donc, on n'a pas beaucoup d'exposition à la langue. Toute l'exposition qu'on va avoir, ça va être à l'intérieur d'une salle de cours ou peut-être sur Internet, des affaires comme ça. Mais le contact direct avec des locuteurs natifs, ça ne se fait pas.
L'autre possibilité, c'est qu'il peut y avoir un contexte de langue seconde. Dans ce cas-là, on a contact avec des locuteurs natifs. Par exemple, si on arrive ici à Trois-Rivières et le français n'est pas notre langue maternelle, il s'agit par exemple d'une famille d'immigrants à Trois-Rivières, dans ce cas-là, ils vont apprendre le français comme langue seconde. Ils vont avoir beaucoup de possibilités de contact à des locuteurs natifs du français et ils vont avoir beaucoup d'exposition à la langue. Maintenant, ce qui arrive, c'est que s'il y a une famille d'immigrants qui vient s'installer à Trois-Rivières, dans ce contexte L2, il va y avoir une différence dans la famille par rapport à l'acquisition du français. Si on regarde un enfant entre 6 et 8 ans, par exemple, on s'attend à ce que cet enfant-là va apprendre le français. Ça va être la réussite totale. Par contre, un adolescent, donc un enfant un petit peu plus âgé, 12 à 14 ans, mettons, la réussite risque d'être plus variable. C'est moins sûr que l'adolescent va acquérir le français au même niveau qu'un locuteur natif. La réussite totale est possible, mais ce n'est pas sûr. Par contre, si on regarde les parents, âgés d'entre 35 et 40 ans, la réussite va être variable, mais la réussite totale, donc vraiment parler comme un locuteur natif, c'est invraisemblable que ça va arriver. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a cet effet d'âge? Quand on parle d'un effet d'âge, il faut penser quand même que ce n'est pas forcément la langue au complet qui est difficile à apprendre. Il y a plusieurs composantes d'une langue seconde qui seraient affectées par l'âge d'acquisition. Donc, les composantes d'une langue, par exemple, il y a la morphologie. Lorsqu'on parle de morphologie, on parle des mots d'une langue, donc le vocabulaire et les parties du vocabulaire, donc les préfixes et les suffixes. Il y a également la syntaxe. La syntaxe, c'est comment on peut combiner les mots pour former des phrases. L'autre composante, parmi d'autres, c'est le système phonologique. Ça, c'est le système des sons du langage. Donc là, on parle de la prononciation de la langue. Donc, parmi ces trois composantes-là, surtout ce qui est touché par le fait d'apprendre une langue à un âge plus avancé, c'est le système phonologique, c'est la prononciation. Ce qu'on va observer, c'est que les gens qui apprennent une langue seconde à un âge plus avancé, ils vont toujours avoir un accent de locuteur non natif. Je peux vous donner un exemple. On peut parler d'un anglophone de l'Ontario, arrivé au Québec à l'âge de 18 ans, qui a fait des études à l'Université McGill. Il s'agit de moi-même. Il a fait des études à l'Université McGill dans le département de littérature anglaise. Donc, soyons honnêtes que ce n'est pas forcément le meilleur contexte pour avoir une exposition à la langue française. Ce n'est pas le meilleur contexte pour apprendre le français. Mais par contre, cet étudiant-là, il est arrivé au Québec francophile. Donc, une des raisons pourquoi il est venu, c'est parce qu'il s'intéressait à la langue française et il voulait l'apprendre. Mais je pense que ce que vous observez chez lui, ce n'est pas forcément qu'il... Ouais, peut-être que parfois il cherche ses mots. Peut-être que parfois il va faire des combinaisons de mots et vous allez vous dire, ce n'est pas exactement comme ça qu'on le dirait en français. Mais ce qui nous frappe avant tout, c'est l'accent. C'est ça qu'on entend tout au long. On remarque lorsque quelqu'un est un locuteur non natif, qu'il a appris à un âge plus avancé, on remarque normalement que la personne a un accent. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable d'identifier également, ah, ça c'est un anglophone, ah, un italien, ah, un russe. Ça dépend bien entendu de nos expériences avec l'accent, mais souvent on est capable d'identifier la langue maternelle de la personne d'après l'accent. Bon, on revient à notre question. Cet effet d'âge, qu'est-ce qui explique l'écart entre enfants, adolescents et parents immigrants? Qu'est-ce qui explique le fait qu'un anglophone francophile qui arrive au Québec n'arrive pas à se départir de son accent?
Il y a plusieurs hypothèses pour expliquer l'effet d'âge. Il y a par exemple la notion de la période critique. Ça, c'est une explication plutôt biologique. Il y a une autre hypothèse qui implique 3 facteurs plutôt affectifs. Le trio de facteurs de la motivation pour apprendre une langue seconde, de l'attitude envers la langue seconde et de l'identité qui est plutôt associée avec la langue maternelle. Je pense que vous pouvez comprendre cette notion que notre identité, c'est étroitement lié avec la langue qu'on a appris à la naissance. Je vais vous parler d'une autre hypothèse également, c'est qu'avec l'âge, l'interférence de la langue maternelle joue un rôle de plus en plus accru. Et je vais vous présenter après ça une étude que j'ai menée avec Pavel Trofimovich à l'Université Concordia qui touche la notion de l'interférence de la langue maternelle. Donc, première hypothèse, période critique. C'est quoi une période critique? Ben, c'est une période dans la maturation où le système nerveux est particulièrement capable de développer certaines capacités suite aux stimuli environnementaux. Ce que ça veut dire, c'est que durant la période critique, quand il y a de l'input par les sens, de l'input perceptuel, le cerveau est capable de développer certaines capacités, est capable d'apprendre des choses. Mais après la période critique, ce qui arrive, c'est qu'avec exactement le même input perceptuel, le cerveau va soit ne pas apprendre du tout, soit ça va être plus ardu, ça va être moins bien réussi l'apprentissage. Je vais vous donner des exemples chez les animaux. Peut-être que vous connaissez le phénomène d'empreinte chez les oiseaux. Il y a une période critique entre 12 et 16 heures après que l'oiseau soit sorti de l'œuf. Et durant ces 4 heures-là, l'oiseau est capable de développer un attachement pour sa mère. Donc, ce qui arrive, c'est que si l'oiseau a un contact avec la mère durant ces 4 heures-là, l'attachement va se faire. Si on éloigne la mère pendant cette période, l'attachement ne va pas se faire par la suite. C'est plus possible de développer cette capacité. Ou, par contre, si on remplace la mère par quelque chose d'autre, comme un chien ou un être humain, l'oiseau va en fait développer un attachement pour cet animal-là. Peut-être que vous avez déjà vu des images d'oiseaux qui suivent une personne ou qui suivent un chien. Ben, c'est ça qui s'est passé. Donc, période critique de 4 heures dans ce cas-là. Il y a une période critique de développement de la vision chez les chatons également. Ça, c'est entre 0 et 6 mois. Donc, 6 mois, c'est l'âge adulte, quand le chaton atteint l'âge adulte. Ce qui arrive, c'est que si on bouche un œil d'un chaton à la naissance, donc si on bloque tout l'input dans un des yeux et on le débouche après 6 mois, par la suite, le chaton ne va pas être capable de développer de la vision. Le chaton va rester quasiment aveugle dans cet œil-là. Donc, il y a une période critique où le chaton est capable de développer la vision dans un œil, et après ça, c'est plus possible. Donc, face à des phénomènes de période critique comme ça dans d'autres espèces, il y en a qui ont proposé que peut-être qu'il y a une période critique pour l'acquisition d'une langue chez l'être humain. La période qui a été proposée, c'est entre 0 et 13 ans. Donc, à partir de la puberté à peu près, on a proposé que ça devient beaucoup plus difficile d'apprendre une langue seconde. Et c'est lié en fait à la notion que, bon, peut-être que vous savez qu'on dit que le langage est latéralisé dans l'hémisphère gauche du cerveau. Cette latéralisation est complète vers la puberté. Donc, l'idée, c'est qu'à partir de ce moment-là, ce serait plus difficile d'apprendre une langue. Donc, c'est ça qui devrait expliquer l'effet d'âge qu'on voit. Mais il y a des problèmes avec la notion d'une période critique pour apprendre une langue seconde. On s'attendrait, s'il y a vraiment une période critique, à voir ce qu'on voit à gauche.
Donc, on verrait vraiment degré de réussite très élevé jusqu'à la période critique. Après la période critique, très peu d'acquisition. Et entre les deux, vraiment une chute assez, assez, assez sévère. Mais ce n'est pas ça qu'on observe dans l'acquisition des langues secondes. Ce qu'on observe plutôt, c'est que la moyenne de la réussite avec l'âge baisse graduellement. Et l'autre chose qu'on observe, c'est qu'il y a énormément de variations. Mais ça, ce n'est pas vraiment compatible avec la notion d'une période critique. On devrait voir le pattern qu'on voit à gauche, mais ce qu'on retrouve, c'est plutôt ce qu'on voit à droite. Et ça, c'est juste la moyenne. Oui, il y a un effet d'âge, mais pas vraiment une période critique. Par exemple, il y a eu une étude menée par Flaggy, Yenikomchian et Liu. Ils ont fait une expérience avec 240 immigrants coréens aux États-Unis, avec un âge d'arrivée entre 1 an et 23 ans. Et ils ont regardé le degré d'accent de ces immigrants-là. Ce qu'ils ont observé comme résultat, oui, il y avait une croissance graduelle d'accent non natif, donc un peu l'opposé de... pardon. Donc, c'est la même chose que ça. Donc, degré de réussite qui baisse, degré d'accent, croissance graduelle de la moyenne, mais beaucoup de variations. Et ça, c'est fascinant. Donc, il y avait un immigrant qui est arrivé à l'âge de 23 ans, qui avait un meilleur accent que l'immigrant qui est arrivé à 9 ans. Un autre qui est arrivé à 17 ans, qui avait un meilleur accent que quelqu'un qui est arrivé à l'âge de 4 ans. Ben, ça, ce n'est pas compatible avec la notion d'une période critique. Donc, oui, il y a un effet d'âge, mais il n'y a pas forcément de période critique. Et il y a beaucoup de variations, ce qui nous suggère peut-être qu'il y a un rôle pour l'aptitude dans l'acquisition d'une langue seconde. Donc, tout comme il y a des gens qui sont très bons en sport, en maths, en musique, il y a peut-être des gens qui ont une aptitude pour apprendre des langues secondes. Hypothèse numéro 2, la motivation, l'attitude, l'identité. Première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a deux sortes de motivation. Il y a la motivation extrinsèque, ça c'est la motivation qui est reliée aux besoins. Donc si on revient aux nos immigrants qui viennent à Trois-Rivières, oui, ils vont avoir une motivation extrinsèque, ils vont vouloir apprendre la langue pour pouvoir s'en servir dans leur vie de tous les jours, donc au supermarché, au restaurant, pour parler avec les voisins, peut-être pour parler avec les enseignants de leurs enfants à l'école. Mais l'autre forme de motivation, mais si on se base seulement sur la motivation extrinsèque, on arrive à un seuil où on est capable de satisfaire nos besoins de communication sans parler comme un locuteur natif. La motivation intrinsèque, par contre, ça c'est relié à l'intérêt pour la langue et pour la culture, au désir de s'intégrer et d'appartenir. Donc c'est là qu'on veut vraiment parler la langue comme un locuteur natif. Donc ça va nous aider si on a cette forme de motivation-là. L'autre chose qui peut influencer l'acquisition d'une langue seconde, c'est l'attitude. Je vais en parler moins ce soir, mais c'est vrai qu'on peut avoir une attitude positive ou négative envers une langue. C'est le cas au Québec. Il y a des anglophones qui ont une attitude négative envers le français et vice-versa. Et ça peut influencer notre acquisition de la langue. L'autre chose, c'est l'identité. L'identité est vraiment étroitement liée à la langue. Donc, la langue maternelle qu'on a, on a une association entre nous et cette langue-là qui est très forte. Donc, l'idée, c'est que à quel point est-ce que ces trois facteurs-là qui influencent notre acquisition d'une langue seconde vont changer avec l'âge. Donc, ce que je crois qu'on peut dire que l'identité qui est associée avec la langue maternelle, c'est quelque chose qui va augmenter avec l'âge. Donc, quand on a 6 ans, 8 ans, notre identité n'est pas vraiment complètement développée. Mais plus on vieillit,
plus notre identité est développée et plus il y a cette association avec la langue seconde, avec la langue maternelle, ce qui va nuire à l'acquisition de la langue seconde. L'autre chose, c'est que la motivation intrinsèque, ça peut être assez forte à un jeune âge, mais avec l'âge, il y a, chez certaines du moins, il y a baisse de la motivation intrinsèque. Il y a moins de désir de vraiment s'intégrer à la communauté, de vraiment faire partie de la culture. Et les deux s'influencent mutuellement, la motivation et l'identité. Si on pense au rôle de l'attitude dans l'acquisition d'une langue seconde, ben, ici c'est l'exemple en fait d'acquérir une autre variante de la langue maternelle. Si on pense par exemple à un Français qui a 25 ans, qui est immigrant au Québec, ou la situation inverse, un Québécois de 25 ans qui s'en va en France, que pensez-vous? Qui aurait plus tendance à acquérir l'accent local? Ben, d'après moi, je pense que c'est plus le Québécois qui va apprendre, qui va acquérir l'accent français en France que l'inverse. Hein? Ben, pourquoi exactement? Ben, je pense que c'est lié à l'attitude envers l'accent québécois en France et l'accent français ici. Ben, les attitudes des deux, en fait, les attitudes des Français et des Québécois, sans aller en trop de détails, mais je pense que vous voyez que l'attitude joue un rôle, ou peut jouer un rôle, non seulement dans l'acquisition d'une langue seconde, mais aussi dans l'acquisition d'un accent second. Donc, si on pense aux trois facteurs, l'enfant de 6 à 8 ans, c'est vraiment la situation idéale. Il risque d'avoir une motivation intrinsèque, risque probablement d'avoir une bonne attitude ou pas une mauvaise attitude envers la langue seconde, et son identité et l'association avec la langue maternelle n'est pas vraiment développée. Par contre, l'adolescent, déjà, on est moins sûr de sa motivation intrinsèque. Ça se peut qu'il ait développé une mauvaise attitude et son identité est déjà plus développée. Chez les parents, par contre, motivation intrinsèque, on est vraiment moins sûr et on est moins sûr de l'attitude. Et ils ont une forte association de leur identité avec la langue maternelle, ce qui va nuire à l'acquisition de la langue seconde. Si on revient à notre anglophone alors, ben, moi je vous assure qu'il avait une motivation intrinsèque. Et je vous assure qu'il avait une bonne attitude. C'est sûr que c'est lui qui dit qu'il était francophile, mais je pense que vous pouvez me croire. Par contre, son identité en termes de la langue maternelle, ben, regardons ça. Il avait quand même fait le choix de venir à l'Université McGill, premièrement, pour faire des études en littérature anglaise. Et ici, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait partie du département des langues modernes et il donne des cours pour former des enseignants d'anglais langue seconde. Donc, peut-être que ce facteur-là joue un rôle. Ah, par contre, le contexte L2 n'était pas là forcément au début, quand il était à l'Université McGill. Mais il y a d'autres choses. C'est peut-être pas seulement des facteurs affectifs comme ça qui influencent l'acquisition d'une langue seconde. L'autre possibilité, troisième hypothèse, c'est qu'il y a de l'interférence de la langue maternelle. Avec l'âge, la langue maternelle devient plus stable, plus ancrée. Par conséquent, elle exerce une influence accrue sur la langue seconde, ce qui nuit à l'acquisition de la langue seconde. Donc, souvenez-vous qu'on parle surtout de la prononciation, de l'accent. Donc, on va prendre en exemple la production des sons d'une langue seconde. Par exemple, la voyelle U en français, comme dans déjà vu. Ben, moi, je suis capable de le faire et j'en suis fier. Par contre, il y a bien des anglophones qui, au lieu de dire déjà vu, une voyelle qui n'existe pas en anglais, ils vont dire déjà vous. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Donc ça, c'est une des difficultés des anglophones qui apprennent le français langue seconde. Pour les francophones et pour bien d'autres mondes, un des problèmes en anglais, ce sont les consonnes
TH, comme dans I think that. Ce que les francophones ont tendance à dire, c'est de remplacer the par te de. Donc, ils vont dire I think that. Du moins ici au Québec. En France, ce qui arrive, c'est qu'on va dire pas I think that, mais I think that. Donc, c'est intéressant qu'il y a substitution de sons de la la L2 par des sons de la L1, mais ce n'est pas les mêmes sons que les Québécois vont choisir que les Français. C'est un petit peu un mystère, mais c'est un mystère fascinant. L'autre chose qui arrive chez les Asiatiques, par exemple chez les Japonais, c'est des problèmes avec la consonne R, que ce soit en français ou en anglais ou en d'autres langues. Par exemple, au lieu de dire manger du riz, ils vont dire manger du lit. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est les apprenants qui ont de la difficulté à produire ces sons-là, est-ce qu'ils peuvent percevoir et représenter mentalement ces sons? Est-ce que c'est ça le problème? Et maintenant, je vais vous montrer une étude que j'ai menée avec Pavel Trofimovich de l'Université Concordia qui essaie d'explorer cette question-là. Donc, l'étude est en lien avec la notion de l'interférence de la langue maternelle. Ça s'appelle l'amorçage de thank par thank, forme phonologique dans le lexique d'apprenants francophones de l'anglais langue seconde. Et je pense que vous avez besoin de deux définitions pour commencer. Un effet d'amorçage, c'est un phénomène cognitif. Et ce qui arrive, c'est que la présentation préalable d'un stimulus, ce qu'on appelle l'amorce, mène à un traitement mental plus rapide à un stimulus rencontré plus tard. Donc, il s'agit de stimuli identiques ou semblables. Donc, si on a un stimulus, on doit faire un traitement mental avec ce stimulus. Plus tard, quand on rencontre un autre stimulus qui est semblable ou identique, on va pouvoir le traiter plus rapidement. L'idée est que les neurones qui sont associés au stimulus, ils ont été activés dernièrement et ils sont comme réchauffés et ils peuvent se réactiver plus rapidement la deuxième fois. L'autre définition dont vous avez besoin, c'est la notion de lexique. Ça, c'est un terme qui veut dire le dictionnaire mental, les mots qu'on a dans notre mémoire à long terme. Une entrée lexicale, ça contient de différentes sortes d'informations, de l'information concernant les sons. On a besoin de savoir comment dire le mot et comment le reconnaître quand on l'entend. On a besoin de savoir le sens du mot et on a besoin de savoir la catégorie grammaticale du mot en question. Maintenant, la question générale qu'on se pose, c'est les difficultés de prononciation des apprenants, par exemple U, TH, R, sont-elles liées à des problèmes articulatoires, donc physiques? Est-ce que c'est un problème dans la bouche? Est-ce qu'on n'est pas capable de faire ce qu'il faut faire avec la langue, avec les lèvres? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est physique comme ça? Ou est-ce que c'est plutôt un problème mental? Donc un problème plus profond lié à la perception des sons, à la représentation et la computation mentale des sons. Nous, on a cru que c'est plutôt un problème plus profond. Et quand c'est un problème plus profond comme ça, c'est plus intéressant, mais c'est plus difficile à investiguer. Donc, ce qui nous intéresse spécifiquement dans cette étude, c'est la substitution chez les francophones québécois de TH par te ou par de. Il y a en fait deux sons TH. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y en a deux. Le premier son TH qui est remplacé par te, c'est un son, ce qu'on appelle non voisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vibration des cordes vocales lorsqu'on le dit. Donc, par exemple, dans thank. Donc, il n'y a pas de vibration de mes cordes vocales quand je produis ce son-là. Par contre, dans le deuxième cas, dans them, c'est donc là, il y a deux sons TH en fait. Et c'est pour ça qu'il y a deux consonnes qui les remplacent en français par les apprenants québécois. Donc on va dire, au lieu de dire I think that, on va dire I think that.
Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, la production de la parole. Donc, c'est pas super compliqué, mais ça procède par étapes. D'abord, on va aller chercher la représentation lexicale, donc ce qu'on a dans notre dictionnaire mental. Et ensuite, ce n'est pas ça qu'on va forcément produire tout de suite dans la bouche. Je pense que vous connaissez un petit peu le phénomène où on a quelque chose en tête, mais ce qui nous sort de la bouche, ce n'est pas exactement la même chose. Il y a des transformations qui se font. Hein? Donc, parfois, il y a des transformations qui se font. Donc, il y a une représentation de surface qui est générée à partir de la représentation lexicale. Donc, il y a des processus computationnels qui opèrent parfois sur la représentation lexicale pour créer une représentation de surface qui est différente. Et la parole va se baser là-dessus. Donc, il y a processus computationnel, implémentation articulatoire, et ensuite le signal acoustique qui va sortir qui est pleinement physique. La question qu'on s'est posée, c'est le problème lorsqu'un francophone dit tank au lieu de thank, où se situe-t-il? Donc, nous, on a déjà dit qu'on ne croit pas que c'est un problème dans la bouche. Donc, c'est soit un problème au niveau de la représentation lexicale, ce qui est en mémoire à long terme, ou c'est un problème dans la représentation de surface. Donc, deux scénarios possibles. Si le problème est mental, la substitution peut impliquer la neutralisation à la surface d'un contraste lexical ou la neutralisation au niveau lexical d'un contraste présent dans la parole des locuteurs natifs. Et là, vous ne me suivez plus. Hein? Je vais vous expliquer ça. Je vais vous montrer ce que je veux dire par ces deux scénarios-là. Ce que ça veut dire, c'est que, donc, parole L1. Moi, quand je parle, je vais faire la distinction entre thank et tank. Et il est possible que l'apprenant francophone entend ces deux sons-là et va créer des représentations lexicales qui sont fidèles à ce que je produis moi-même. Mais par la suite, quand arrive le moment de parler, il se peut qu'il y ait des processus computationnels qui rentrent en jeu pour transformer les sons et pour les neutraliser. Et on ne produit qu'un seul son là où un anglophone va en produire deux. Dans ce cas-là, c'est un problème de computation. L'autre possibilité, c'est la neutralisation lexicale. Donc, toujours dans la parole d'un anglophone comme moi-même, il va y avoir thank et tank, mais c'est au niveau de la perception, on ne va même pas entendre la différence entre les deux sons. Et si on n'entend pas la différence entre les deux sons, qu'est-ce qui arrive quand on va développer une entrée lexicale? Ben, on ne va pas faire de distinction entre thank et tank. Ça va être des homophones dans le lexique. Dans ce cas-là, c'est un problème de perception ou de représentation dans le lexique. Et c'est plutôt ça, d'après nous, c'est plutôt ça qui arrive. Je vais vous donner un exemple de la neutralisation lexicale. Je vais vous surprendre. Je vais vous faire découvrir quelque chose par rapport à votre propre langue. Donc, les deux mots-là, deux mots en français, coup et qui, je pense que vous êtes d'accord que ces deux mots-là commencent par le même son, qu'on peut représenter comme ça, par un K au milieu. Donc, coup, qui, c'est le même son au début. Ce n'est pas le même son. Vous avez tort. Ce qui arrive, c'est que si vous jouez avec un petit peu, si vous allez voir que votre langue, pour coup, c'est un petit peu plus en arrière. Pour qui, ça pousse un petit peu plus vers l'avant. Coup, qui. Et là, je me dis, ben, c'est pas la même chose. Donc, et ce qui arrive, c'est que ces deux sons-là, dans d'autres langues, ont le statut de contraste. Donc, on peut avoir exactement le même mot, mais qui peut commencer par le que de coup ou par le que de qui. Et tout d'un coup, ce n'est pas le même mot. Donc, vous avez deux sons là dans le signal acoustique, mais dans vos oreilles, c'est simplement que. Et c'est ça que vous mettez dans votre
dictionnaire mental. Par contre, quand vous parlez, vous faites la distinction. Donc, il y a un processus computationnel qui se met en jeu pour faire la distinction entre les deux cas lorsque vous produisez ces mots-là. Donc, il y a une illusion perceptuelle, n'est-ce pas? Vous avez l'impression que c'est le même son, mais ce n'est pas le cas. Question de recherche de notre étude. Est-ce que les sons TH sont présents dans les représentations lexicales des apprenants francophones de l'anglais langue seconde? Et notre hypothèse, c'est que l'absence de TH dans la parole des apprenants est due j'ai eu de la misère avec le U là, est due à la neutralisation lexicale, donc absence de TH dans l'entrée lexicale. Mais ce n'est pas facile de faire une étude pour essayer d'aller chercher qu'est-ce qui se passe dans l'entrée lexicale. On ne peut pas simplement ouvrir le cerveau et regarder et dire « Ah, tiens, il y a un TH » ou « Tiens, il n'y a pas de TH ». Donc, on a besoin de faire une expérience un petit peu rusée pour vérifier. Et je pense que c'est ça qu'on a réussi à faire. Avec des participants, on avait 2 groupes, des apprenants francophones d'anglais langue seconde, 12 femmes, 18 hommes, moyenne d'âge 32,5 ans. Et on avait des contrôles également. On avait un groupe témoin de locuteurs natifs. Donc l'idée du groupe témoin, c'est simplement qu'on va faire exactement la même tâche avec des locuteurs natifs qu'avec les apprenants. Et on va voir si les apprenants se comportent de la même manière ou différemment que les locuteurs natifs. Ce qu'on leur a fait faire, c'est une tâche de décision lexicale avec amorçage. Donc, ils ont entendu des listes de mots et certains mots étaient des vrais mots en anglais, certains mots étaient des mots qu'on avait inventés. Et leur tâche, c'était d'indiquer est-ce que c'est un vrai mot ou ce n'est pas un vrai mot. Et de le faire aussi rapidement que possible. Les mots ciblés, il y avait 6 paires minimales, donc des paires comme three, tree, qui étaient presque identiques, sauf qu'il y avait le son TH versus le son T, ou le son TH versus le son D, they, they. Donc ça, c'est des paires minimales qu'on croyait allaient être difficiles pour les francophones. Difficile de faire la distinction entre three et tree, ou they. Il y avait aussi 16 paires minimales qui étaient des paires minimales plutôt faciles, donc tan, pan, t, p. Donc, pas de difficulté de distinguer entre ces 2 sons-là. Il y avait également des mots de base, donc des mots il n'y avait aucune ressemblance entre les deux, des mots comme many, dirty. Il y avait des mots inventés également. Ensuite, on procédait comme ça. Le participant entendait une série de mots, devait répondre oui ou non, est-ce que c'est un vrai mot. Ensuite, il faisait quelque chose d'autre pour un petit bout de temps. Ensuite, il refaisait exactement la même liste. S'ils entendaient exactement le même mot dans les 2 listes, la deuxième fois, ils allaient être plus rapides. Les neurones avaient déjà été activés pour aller chercher ce mot dans le lexique. Donc, les effets d'amorçage, donc le fait d'être plus rapide la deuxième fois, on s'attendait que quand il y a une répétition exacte de mots entre la première série et la deuxième série, que oui, il allait y avoir un effet d'amorçage, donc ils allaient être plus rapides la deuxième fois. Par contre, une paire minimale comme P, T, on ne s'attendait pas à avoir d'effet d'amorçage. Ce n'est pas les mêmes mots. Mais ce qui nous intéressait le plus, c'était les paires minimales comme taught, thought, où la seule distinction entre les deux, c'était les sons te et the, ou the et de. Si ces 2 mots-là ont exactement la même entrée lexicale au niveau des sons, il va y avoir amorçage.
S'ils n'ont pas la même représentation lexicale, il ne va pas y avoir d'amorçage. Et c'est comme ça qu'on voulait tester notre hypothèse. Donc, pour l'analyse de données, on regardait la tâche de décision lexicale, la deuxième série de jugements, et on regardait le temps de réaction pour les mots de base, comme many, dirty, donc il n'y avait pas d'amorçage pour ça, moins le temps de réaction pour les mots répétés avec amorçage. Donc, par exemple, si les mots de base, si ça prenait 900 millisecondes pour répondre, versus les mots répétés à 750 millisecondes, il y avait une différence de 150 millisecondes, et c'est ça l'effet d'amorçage. Et ce qui nous intéressait, c'est que, bon, on va trouver un effet d'amorçage sur les mots répétés, probablement. Est-ce qu'on va trouver un effet d'amorçage sur les paires minimales? Ici, c'est les mots, les répétitions exactes. On n'a pas vraiment besoin de regarder les rouges versus les bleus. Ça, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'on voit qu'ils ont été plus rapides dans la deuxième série quand c'est une répétition exacte. Donc, effectivement, il y a un effet d'amorçage. C'est connu. Il y a un effet un petit peu plus grand chez les locuteurs francophones, probablement parce que ils ont été un petit peu moins rapides la première fois, donc ils ont pu accélérer un petit peu plus la deuxième fois. Les locuteurs natifs étaient déjà relativement rapides la première fois, donc ils avaient moins de possibilités d'accélérer. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'effectivement, il y a amorçage avec des répétitions exactes de mots entre la première série et la deuxième série. Maintenant, est-ce qu'il y a un effet d'amorçage pour les paires minimales? Chez les locuteurs natifs, que ce soit des paires minimales comme think, tank ou PT, il n'y a pas d'effet d'amorçage. Ils ont été en fait en moyenne un petit peu moins rapides la deuxième fois, probablement parce qu'ils étaient un petit peu fatigués et faisaient moins d'efforts. Mais ce n'est pas particulièrement intéressant le fait qu'ils étaient moins rapides. Chez les locuteurs non natifs, chez les francophones, qu'est-ce qu'on a trouvé? La colonne bleue, ce sont les mots comme TP. Il n'y a pas d'effet d'amorçage pour ça. Ça, c'est les paires minimales faciles. Par contre, regardez la colonne rouge. C'est énorme. Ils ont été aussi rapides pour les... il y a eu un effet d'amorçage aussi important pour les paires minimales think, tank que pour les répétitions exactes de mots. Donc, ce que ça indique, donc effet d'amorçage think, tank, tree, 3, ce que ça veut dire, c'est que les deux entrées lexicales sont activées lorsque l'apprenant entend un des deux mots. Ce résultat est compatible avec notre hypothèse, donc il y a bel et bien, d'après le résultat, neutralisation lexicale. Donc les entrées lexicales pour think et tank, ce sont des homophones. Pas forcément pour tous les apprenants francophones, mais pour la moyenne des apprenants francophones qu'on a regardé. Et nous croyons que le développement d'entrées lexicales homophones comme ça, c'est dû à une illusion perceptuelle. Donc, the est perçu comme te ou comme de. Donc, il y a interférence perceptuelle de la langue maternelle. Et ce qui est très vraisemblable, c'est que cette interférence de la langue maternelle est plus accrue plus on vieillit. Donc, ça devient plus important. Donc, d'après nos résultats, ça c'est un autre facteur qui pourrait, ce n'est pas forcément le facteur déterminant, mais c'est un facteur qui contribue à l'effet d'âge qui nous intéresse. Bon, en guise de conclusion, on a commencé par l'observation qu'avec l'âge, il y a diminution de la réussite dans l'acquisition d'une langue seconde, la prononciation en particulier.
mais qu'il y a beaucoup de variations chez les gens. Il y en a qui réussissent mieux que d'autres. On a regardé les hypothèses de la période critique et on a dit que ce qu'on observe, ce n'est pas vraiment compatible avec une période critique. Par contre, la variation et le fait qu'il y a une baisse graduelle dans la réussite de l'acquisition d'une langue seconde, ça pourrait s'expliquer en partie par des facteurs comme la motivation, particulièrement la motivation intrinsèque, par l'attitude envers la langue seconde et par l'identité qu'on a développée en association avec notre langue maternelle. L'autre possibilité, c'est qu'il y a l'interférence de la langue maternelle. Et dans l'étude que je vous ai présenté la notion d'une illusion perceptuelle. Donc, les sons d'une langue seconde sont perçus comme des sons de la langue maternelle. Donc, the est perçu comme te de, u est perçu par un anglophone comme ou, et re par un japonais est perçu comme étant le. Et ça a un impact sur les représentations lexicales qu'on développe. Quelques conséquences de cet effet d'âge. Bon, une conclusion qu'on tire de cet effet parfois, c'est que c'est préférable d'enseigner une langue seconde aussitôt que possible. Donc, commencer à l'âge de 6 ans au lieu d'attendre jusqu'à l'âge de 10 ans. Ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément vrai. C'est vrai qu'il y a un effet d'âge qui touche l'acquisition d'une langue seconde dans un contexte langue seconde. Par contre, dans un contexte langue étrangère, donc enseigner l'espagnol ou même l'anglais aux enfants ici à Trois-Rivières à partir de 6 ans, ils ne vont pas forcément être avantagés. On peut attendre jusqu'à l'âge de 10 ans également. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée de commencer tôt, mais il ne va pas y avoir le même effet d'âge. L'autre conséquence, c'est en termes les attentes en termes de l'acquisition d'une langue seconde. Est-ce que vraiment, pour quelqu'un qui commence à apprendre une langue seconde à un âge plus avancé, est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que la personne développe une maîtrise exactement identique à celle d'un locuteur natif? Ou est-ce qu'on devrait dire que c'est préférable simplement de viser le développement de la compétence communicative à partir du moment que vous êtes capable de vous faire entendre et de comprendre tout le monde? Ben, c'est réussi. La réussite, ce n'est pas forcément d'être exactement comme un locuteur natif. Et donc, il s'agit d'attentes envers nous-mêmes. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est faisable? Et nos ententes également envers les immigrants qui vont arriver dans notre société. Il ne faut peut-être pas s'attendre à ce que les adultes vont s'intégrer dans le sens d'apprendre la langue exactement comme un locuteur natif. Il ne faut pas oublier non plus que lorsqu'on pense à un bilingue n'est pas forcément deux monolingues dans la même tête. Un bilingue, c'est quelque chose de différent. C'est une bête un petit peu différente. Et parfois, les deux langues s'influencent mutuellement. Une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est le rôle de la proximité de la langue maternelle et de la langue seconde. L'anglais et le français, du moins au niveau de la prononciation, ne sont pas tellement similaires. Par contre, l'anglais et l'allemand sont assez similaires. L'anglais est une langue germanique. Donc, les deux langues, les systèmes phonologiques des deux langues sont assez similaires. Et en fait, je peux vous dire que j'ai fait l'expérience. Moi, j'ai travaillé en Allemagne. J'ai appris le français et l'allemand à l'école en Ontario. Et je suis allé en Allemagne pour la première fois à l'âge de 18 ans. Et j'ai travaillé là-bas 5 fois pour des périodes de 3 mois pendant l'été. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en allemand, j'avais
beaucoup plus de facilité à apprendre l'accent que d'apprendre l'accent en français. Et en fait, ça m'arrivait en Allemagne que les gens me disaient, j'arrive pas à savoir exactement d'où vous venez en Allemagne. Je sais que vous êtes allemand, mais c'est un petit peu bizarre. Donc, oui, il y avait quelque chose de bizarre par rapport à mon accent, mais ils avaient l'impression que j'étais un locuteur natif. Et je ne pense pas que c'est que moi, je suis naturellement meilleur en allemand ou que j'avais une motivation intrinsèque plus élevée. C'est simplement une question de la proximité des deux langues. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi. Il y a des gens qui vont trouver ça plus difficile d'apprendre le français que d'autres. Il y a également un rôle pour l'aptitude. Il y a tout simplement des gens qui vont trouver ça plus facile que d'autres. Et parfois, il faut accepter que l'aptitude, on l'a ou on ne l'a pas. C'est comme moi, j'aimerais bien avoir la motivation pour devenir un joueur de hockey aussi bon que Piquet Souban, par exemple. Peut-être la motivation est là, mais l'aptitude n'est pas là. Ça, c'est quelque chose que je dois accepter. C'est la même chose dans les langues secondes. Ah, une dernière chose que je devrais vous mentionner concernant la motivation, c'est que la motivation, c'est quelque chose de fragile. Et ça dépend beaucoup de notre perception de la probabilité de la réussite. S'il y a une tâche complexe, peut-être qu'on va se rendre compte que peu importe l'énergie que je mets là-dedans, jamais je vais atteindre le sommet. Et dans ce cas-là, on baisse les bras et on se démotive. Et ce qui arrive quand on apprend une langue seconde, c'est que c'est une tâche très complexe, c'est une tâche très difficile. Et même si on commence avec une motivation très élevée, quand on se rend compte que le sommet est tellement loin, jamais on va l'atteindre, parfois on perd de motivation. Et j'espère que ce n'est pas un message trop négatif pour terminer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul. Je pense qu'on aimerait tous avoir la maîtrise de la langue seconde comme la tienne. Oh. On a amplement le temps pour des questions. La période de questions, je ne sais plus comment. Je vous invite à poser vos questions dans le micro, s'il vous plaît. Oui, merci pour votre conférence. C'est très Merci. intéressant. Ce que je comprends, c'est que pour bien prononcer tank et tank et bien les distinguer, moi, ce qui m'a aidé, en tout cas dans l'apprentissage de l'anglais, c'est d'apprendre l'alphabet phonétique. Ah, OK. Alors, il n'y a pas le même symbole. Donc, là, j'ai mémorisé tank avec son phonème, le bon phonème, puis tank, un réservoir avec l'autre phonème. Puis là, ça change donc ma représentation, ça change mon lexique. D'accord. Ben, effectivement, il faut souligner, et on peut se servir de l'alphabet phonétique pour le faire, il faut souligner le fait que ce n'est pas le même son. Ça, c'est une façon de le faire. Mais ce qui arrive, c'est que parfois avec les gens, même si on leur explique que c'est pas le même son, ils ne réussissent pas à l'entendre et ils ne réussissent pas à l'enregistrer dans leur cerveau. Peut-être que vous avez une aptitude un petit peu plus élevée que certains. C'est sûr que ce n'est pas impossible. C'est comme moi, je suis capable de faire les U. Mais les gens qui ne sont pas capables de faire les U ou qui ne sont pas capables de faire les TH, c'est qu'ils n'ont pas réussi à l'enregistrer dans leur cerveau et à le percevoir. Donc souvent, moi, ce que je préconise, ce sont des activités d'écoute. Donc, essayer de distinguer au niveau de la perception pour commencer. Mais je me sers également de l'alphabet phonétique pour les enseigner. J'aurais une deuxième question. Justement, dans l'apprentissage d'une langue seconde comme l'anglais, on peut écouter des émissions en anglais et avoir le sous-titre. Ah, OK. OK, on peut faire les deux. Puis ce qu'on peut faire, aussi, on peut y aller aussi en séquence. C'est-à-dire, j'écoute l'émission sans sous-titres
pour essayer de me forcer à faire l'exercice, d'essayer de distinguer qu'est-ce qui se dit. Ensuite, réécouter l'émission avec le sous-titre pour vraiment, disons, très bien placer la conversation, les mots, les prononciations. Ou on pourrait faire l'inverse. Commencer avec le sous-titre, puis essayer d'aller chercher le plus possible d'informations. Ensuite, écouter seulement sans sous-titre. Qu'est-ce qui est préférable ou qu'est-ce qui. Et l'autre question à ça, c'est est-ce que c'est préférable de se forcer de ne pas mettre de sous-titres? Je ne peux pas vous dire qu'il y a une chose qui marche pour tout le monde. Ce que vous faites en mettant le sous-titre, essentiellement, vous êtes en train de créer une sorte d'échafaudage qui va vous aider à monter un petit peu plus haut, qui va vous aider à vous dépasser en termes de ce que vous allez comprendre. Et ce n'est pas une mauvaise idée de le faire, mais c'est sûr que quand vous parlez avec les gens, il ne va pas y avoir de sous-titres. Donc, éventuellement, il faut être capable de comprendre des choses. C'est une bonne étape en apprentissage de la langue, mais éventuellement, les sous-titres, il n'y en a pas dans certains contextes. En conclusion, le sous-titre, c'est une béquille. Donc, c'est une béquille, mais parfois, on a besoin de béquilles pour apprendre. Tous les deux parlent principalement le français parce qu'ils vivent maintenant au Québec. Alors, ils ont des enfants. Est-ce qu'ils devraient commencer dès le jeune âge, en fait, à parler les deux langues ensemble? Ou s'ils devraient attendre un certain âge avant pour qu'ils puissent acquérir réellement une langue maternelle? Comme est-ce que le jeune, en fait, qui commence à parler anglais et français tout de suite au début, est-ce qu'il ne sera pas identifié à un langage? Est-ce qu'on doit avoir une langue maternelle, autrement dit? C'est une bonne question. Parce que parfois, ce qu'on croit, c'est qu'en apprenant deux langues trop tôt dans l'enfance, c'est qu'on va devenir confus. Ça va nuire à l'apprentissage de la langue maternelle. Mais il y a eu toutes sortes d'expériences qui ont été faites qui ont montré que non, ce n'est pas un problème d'apprendre une autre langue à partir que ce soit au tout début, d'apprendre deux langues comme des langues maternelles ou d'apprendre une langue seconde à partir de l'âge de 4 ans, par exemple. En fait, ce qu'on observe, c'est que les enfants bilingues ont certains avantages cognitifs. Donc, il y a certaines, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents dans tout ce qu'ils font, mais dans certaines tâches cognitives, ils ont un avantage. Donc, moi, je dirais que c'est une bonne idée d'apprendre deux langues à partir d'un bas âge. Vous avez répondu à une de mes questions, mais l'autre, c'est quand l'enfant, mettons, a comme parent, mettons, un père qui va parler anglais et la mère qui va parler français dès la naissance, OK? À ce moment-là, l'enfant, il va s'exprimer comment? Je veux dire, est-ce qu'il va mêler les deux? Il va faire une phrase avec quelques mots français, quelques mots anglais, ou ça va être vraiment distinctif? De façon générale, en fait, les enfants, et je ne sais pas comment ils font, c'est un petit peu un miracle du cerveau. Ils sont vraiment capables de distinguer deux langues. Et peut-être qu'ils vont passer par certaines périodes où ils vont mélanger un peu, mais non, ce n'est pas quelque chose qu'on observe. Ils sont vraiment capables de faire la différence entre les deux langues. Donc, je ne m'inquiéterais vraiment pas par rapport à ça. Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est tout simplement une constatation que je voudrais faire. C'est que lorsqu'on apprend plusieurs langues, je crois qu'on peut facilement, comme vous dites, transférer en fait certaines bases. J'ai travaillé en espagnol, mais je ne savais pas que je pouvais parler espagnol. Mais je me suis rendu compte que je parlais avec des Espagnols, puis la langue officielle du travail devait être l'anglais. Alors moi, l'anglais, ça ne me dérangeait pas, je n'avais pas de problème, mais eux, les Espagnols, avaient beaucoup de problèmes. Alors, je leur disais quelques mots en français, parce que je leur disais quelques mots en anglais ou en espagnol.
Puis là, je me suis rendu compte que, bon, j'ai quand même appris, là, j'ai fait du latin, du grec, de l'anglais, puis un petit peu d'espagnol, mais pas pour le parler beaucoup. Et puis là, les Espagnols, au bout de 2 jours, ils ont dit, là, tu vas arrêter de parler en anglais, là. Tu es meilleur que nous autres en espagnol que nous autres en anglais. Alors, je ne savais pas l'espagnol, mais on pouvait très bien travailler ensemble en espagnol, même si je ne l'avais pas appris. Alors, parce que je pigeais dans les termes anglais, français, latin, etc., et puis ça allait très bien. Ça, c'est l'effet de proximité de la langue, en fait. Donc, moi aussi, quand j'écoute quelque chose en espagnol, je n'ai jamais étudié l'espagnol, mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on comprend. Mais essayez ça avec le mandarin. Vous n'allez rien comprendre, je vous garantis. Merci beaucoup pour vos questions. Merci encore une fois à Paul pour cette Merci conférence beaucoup. sur le bilinguisme, un sujet qui intéresse tout le monde. On a plein d'inspiration. Alors, merci pour les conseils, merci pour les connaissances. Merci.